Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Contre l'hypertension pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. À toutes et à tous, merci de nous rejoindre une nouvelle fois dans la grande tribune de ce lundi 26 décembre 2022. Mesdames et messieurs, vous tous qui nous suivez, nous profitons de l'occasion pour vous présenter nos vœux les meilleurs pour l'année qui va bientôt commencer, l'année 2023. Eh bien, aujourd'hui, comme vous le savez, l'actualité reste dominée notamment par les élections, l'enrôlement des électeurs dans la partie ouest des provinces concernées. Déjà à Kinshasa, les populations continuent de s'enrôler. À part cela, il y a également cette déclaration de de Matata Ponyo, Martin Fayulu et Dr Mukwege qui ont fait des demandes un peu plus fortes. On va y revenir un peu de façon lapidaire dans cette émission. Nous parlerons également, finalement, notre sujet principal, c'est l'état de droit. Sommes-nous dans une rupture avec le président Tshisekedi ou bien nous sommes dans la continuité? Nous le saurons avec les invités spécialistes du droit sur ce plateau. Eh bien voilà, je suis avec trois invités, des invités qui nous ont toujours fait honneur. Je vais commencer par Maître Oscar Mobiaï, qui est avocat au barreau de Lille en France. Maître Oscar, c'est la troisième fois que nous vous recevons sur ce plateau. Mais je vais devoir expliquer que nous avions d'abord reçu de façon personnelle pour parler de l'état de droit en général, mais sous le cas Matata en particulier. Vous avez demandé un droit, ceux qui voulaient réagir à votre émission devaient venir ici. Maître Kyunga avait répondu. La fois passée, nous avons donc fait un débat contradictoire entre vous et lui. Après, Manik Sienda également a voulu s'ajouter à ce nombre des juristes qui voulaient également apporter leur grain au moulin. Et donc là, nous faisons la dernière partie de ce débat lié justement à l'affaire Matata Ponyo, justement dans le cas de l'état de droit. Maître, bonjour, merci une nouvelle fois d'être avec nous ce matin.
C'est moi qui vous remercie et je me joins également à vous pour adresser mes meilleurs vœux à nos compatriotes. Toute chance pour l'année qui va bientôt commencer, que j'espère sera meilleure. D'accord. Merci beaucoup, Manik Sienda. Vous avez souhaité également apporter votre contribution à cette émission liée au droit, au débat, liée notamment à votre président, le président Matata Pognon du LGD. Bonjour Manix, merci d'être avec nous. Bonjour Dan, meilleurs vœux et merci bonjour beaucoup à tous les co-débatteurs. Je salue également le peuple congolais qui nous suit en ce moment. Mes vœux le meilleur à toute la nation congolaise, le Congolais de Kinshasa, le Congolais de la diaspora. Et nous pensons que ces moments de festivité, au-delà du fait que c'est une occasion pour renforcer notre fraternité nationale, mais aussi c'est un moment de méditation nationale. Parce que nous sommes dans une phase de vicissitude politique, nous sommes dans une phase de crise, dans une phase de guerre, où les institutions du pays doivent à tout prix travailler pour sauvegarder l'intégrité du territoire, installer la paix et donner aux Congolais sa dignité en tant qu'un peuple appartenant à un pays au cœur de l'Afrique. Pour le débat d'aujourd'hui, je pense que nous allons le faire avec altérité, c'est-à-dire le respect du point de vue de l'autre, la tolérance, la hauteur, la rationalité, la cohérence et l'efficacité des raisonnements et je dirais même l'orthodoxie juridique pour permettre à ceux-là qui nous suivent de comprendre où se trouve le camp de la vérité. Et moi, je suis venu pour établir la vérité, rien que la vérité, et je le fais en tant que député de la rue, l'envoyé du peuple qui a pour mission éclairer, édifier et propager l'évangile de la vérité. Merci beaucoup Manik Sienda, le député de la rue. Maître Kyunga, bonjour. Merci aussi de l'honneur que vous nous faites ce matin, comme vos deux co-débatteurs de ce matin. Oui, merci beaucoup, cher Dan. Je salue mes co-débatteurs et je profite de l'occasion pour présenter mes vœux le meilleur à toute la population congolaise, tant au pays qu'à l'extérieur, que l'année 2023 qui pointe à l'horizon soit une année meilleure par rapport à 2022. Et que Dieu nous assiste tous pour que chacun puisse atteindre ses objectifs. Merci beaucoup, Maître Kyunga. La plus grande actualité ce matin, comme je l'ai dit, c'est cette déclaration de trois leaders, Martin Fayulu, Dr Mukwege et Matata Pognon, qui ont de façon substantielle demandé la recomposition immédiate de la CENI, la recomposition urgente de la Cour constitutionnelle, le consensus autour de la loi électorale, des centres d'inscription d'électeurs et du calendrier électoral. Voilà la grande actualité de ce matin. Nous vous invitons également à réfléchir autour de cette actualité. Voilà, je vais rapidement lancer le sujet. Je disais état de droit sous Félix Tshisekedi, avancée, recul, rupture, continuité. Voilà le sujet de ce matin. Au regard, maître Oscar Moubiaï, on va commencer avec vous. Quelle est votre lecture depuis l'arrivée du président Tshisekedi jusqu'au jour d'aujourd'hui? Est-ce que vous avez constaté qu'il y a rupture ou il y a continuité dans le cadre de l'état de droit au Congo? Écoutez, pour moi, par rapport aux faits, vous avez juste 5 minutes, puis... Vous comprenez que je ne prends pas beaucoup de minutes par rapport à les co-débatteurs qui en prennent suffisamment. Allez-y. Donc, par rapport aux faits tels que nous l'avons vécu depuis l'arrivée de M. Tshisekedi au pouvoir à ces jours, je peux affirmer de manière incontestée et incontestable qu'il y a une rupture. Et donc, aujourd'hui, M. Tshisekedi incarne le vœu du constituant. Quand vous prenez notre constitution, dans son exposé des motifs, l'un des objectifs visés par le constituant de 2006, à son point 6, c'est mettre fin à l'impunité. Et qu'avec l'arrivée au pouvoir de M. Tshisekedi, il y a fin à l'impunité.
Et aujourd'hui, le peuple congolais voit les dirigeants politiques poursuivis devant la justice, ce qui nous ramène à dire qu'il n'y a plus d'intouchables dans ce pays et qui nous conduit à considérer que tout le monde est devenu égal devant la loi comme la Constitution l'exige. Donc, à double lecture combinée de l'exposé des motifs qui exige la rupture et de la Constitution qui impose que tout le monde soit égal devant la loi, c'est cela même la traduction de la définition de ce que vous appelez état de droit. Les dirigeants comme les dirigés, tous égaux devant la loi. Avec Tshisekedi, aujourd'hui, c'est une vraie réalité palpable. Je vais essayer d'apporter un peu de l'eau au moulin à votre argumentaire. Quelques traits caractéristiques d'un état de droit: la séparation du pouvoir, assurant entre autres l'indépendance du pouvoir judiciaire, la possibilité de recours, les principes de la conformité des actes et des décisions à la loi, le monopole et l'usage de la violence par l'État sont soumis à la loi. Est-ce que nous nous inscrivons exactement dans ce registre? Bon, très bien. Ce que vous disiez là, ce sont des définitions académiques et qui ne nous amènent pas à pouvoir nous y étendre. Pour vos téléspectateurs, on parle d'un état de droit quand les gouvernants et les gouvernés, ça veut dire les dirigeants, comme les dirigés, qu'on appelle communément le peuple, et ceux qui dirigent le peuple, tout le monde est soumis devant la loi. Ça veut dire, vous êtes dans un régime où c'est la loi qui est, si vous voulez, la maîtresse ou le maître qui conduit tout le monde. De sorte qu'il n'y a pas d'arbitraire quand il y a la loi, il n'y a pas de favoritisme. On peut décliner cela pour dire tout simplement qu'avec la force de la loi, c'est ça ce que vous appelez monopole de la violence étatique. Ça veut dire seule la loi impose la force et qu'il n'y a pas de gens qui soient au-dessus de la loi, comme on sait voir qu'il y a d'autres qui estiment que quand on les poursuit, c'est de l'acharnement et ils crient à la victimisation. Non. Tout le monde, vous commettez l'infraction, vous êtes poursuivi. Vous avez parlé maintenant de la fin de l'impunité. Est-ce qu'on peut avoir quelques cas illustratifs? Mais les cas de la fin de l'impunité, ils sont légion avec Tshisekedi. On ne pouvait pas en dénombrer. Dans le passé, vous avez aujourd'hui son directeur de cabinet qui a été poursuivi, ses proches collaborateurs qui sont en prison. Et puis finalement, on va me dire, mais ils ont été acquittés. Ben, ça, c'est tout à fait normal. Quand on va vers la justice, on ne part pas pour être condamné. On part pour être soit condamné, soit relaxé ou libéré. Et quand les juges condamnent ou libèrent, nous devons lui faire confiance. Et c'est cela, évidemment, ce que l'on appelle indépendance de la justice. Donc, quand on dit indépendance de la justice, le juge doit être indépendant vis-à-vis des autorités, vis-à-vis même de l'opinion publique. Okay. Parce que si l'opinion publique réclame qu'on condamne une personne et que les juges suivent l'opinion publique, là, ça devient vraiment la rue. Heureusement que nous avons un député de la rue. Merci la justice n'est pas rendue selon le vœu de la rue. Et le juge doit être indépendant vis-à-vis, n'est-ce pas, de la pression de la rue. Et je vais finir par tout de suite répondre aux confrères de droite. Terminez s'il vous plaît votre temps d'antenne. Oui, j'ai fini par là. Et fini. Parce que le confrère avait donné un exemple la fois dernière pour dire que même en Chine, on arrête les gens, même Lumumba a été arrêté. Non, ça c'est ce qu'on appelle arrestation arbitraire. Dans un État dictatorial, il y a l'arrestation arbitraire. Lumumba n'a pas été arrêté. En droit, ça ne s'appelle pas arrestation. Ça, c'était une torture, une séquestration, un enlèvement, une arrestation arbitraire. Ces arrestations-là, on les a connues sous les anciens régimes. Mobutu, Kabila père, Kabila fils. Mais avec Tshisekedi, c'est la rupture, il n'y a plus d'arrestation arbitraire. Merci beaucoup, maître Oscar Moubiaï, monsieur Manix Yenda. Quelle est votre lecture de l'état de droit sous Joseph Kabila? C'est une analyse comparative, pas seulement Kabila, mais on veut remonter plus haut. Quelle est votre lecture? Est-ce qu'il y a rupture ou il y a continuité selon vous?
Moi, je ne pense pas qu'on peut parler de la continuité parce que M. Tshisekedi n'est pas dans un registre de reproduire d'abord ce qu'a fait Joseph Kabila à l'époque en termes d'efforts, même si ces efforts n'ont pas été assez signifiants, pour parler de la justice comme un édifice auquel nous pouvons placer notre confiance en tant que peuple. Et aujourd'hui, aujourd'hui, Tshisekedi est en train d'entretenir effectivement ce que vous avez appelé la rupture. La rupture avec la justice, la rupture avec les déshydratats du peuple. J'ai entendu mon co-débatteur d'en face qui dit que la justice n'est pas rendue par rapport à la rue. Mais attention, la justice, c'est d'abord l'affaire du peuple. C'est l'affaire de la rue. Encore que dans toutes les décisions judiciaires, les décisions, les arrêts, tout comme le jugement, sont rendus au nom du peuple et au nom du président de la République, effectivement, dans sa qualité des magistrats suprêmes. Donc vous devez mettre de côté cette confusion qui n'a pas sa place. C'est le peuple qui est au centre d'une justice. Encore qu'on parle d'une justice pour tous et par tous. Et même si nous lisons la constitution de notre pays dans son préambule, 3e paragraphe, la constitution dit « animée par la volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un état de droit ». C'est-à-dire, selon le vœu du constituant, selon le législateur suprême, l'état de droit, c'est un vœu collectif du peuple congolais. L'état de droit... Il y a ce que l'opinion veut, il y a ce que le droit aussi exige. L'opinion peut peut-être dire que ce monsieur a peut-être détourné de l'argent, ou en réalité, il y a peut-être diabolisation. À ce niveau-là, est-ce que... Non, mais c'est comme ça que je vous dis. Donc, il faut d'abord créer une corréité entre le vœu exprimé par le peuple, ce peuple qui a dit non à la vengeance privée, non à la loi du talion, non aux règles de plus fort qui dominent sur les faibles, et l'expression du peuple est cristallisée dans un document qu'on appelle la Constitution, autant pour les autres lois de la République. Alors en parlant de l'état de droit, je pose juste le ciment. Et je serai dans le ample détail après les débats qui vont s'en suivre. Mais par rapport à l'état de droit, encore que lorsque je parle de l'état de droit de manière générale, d'un autre côté, je vous parlerai aussi de l'état de droit constitutionnel. Mais l'état de droit, c'est simplement un état dans lequel les règles, les lois de la République, les principes directeurs de l'État sont scrupuleusement respectés. L'état de droit, c'est un état dans lequel règne le nullum crimen nulla poena sine lege. C'est-à-dire dans un état de droit, il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de peine, il n'y a pas de procédure, il n'y a pas de condamnation en dehors de la loi. Parce que l'état de droit, c'est un état de l'égalité des peines. L'état de droit, c'est un état qui garantit le droit de la défense. L'état de droit, c'est un état dans lequel les juges ne sont soumis qu'à la seule autorité de la loi. L'état de droit, c'est un état dans lequel règne la théorie de Montesquieu, la séparation des pouvoirs. L'état de droit, c'est un état dans lequel il y a l'indépendance de la justice. De la justice. L'état de droit est un état dans lequel l'on respecte effectivement la sacralité des juges. L'état de droit est un état dans lequel la justice ne doit pas être subordonnée au diktat politique. C'est cela l'état des droits. Encore que je finis par là, lorsque je parle d'un état de droit constitutionnel, c'est-à-dire c'est un état dans lequel l'on doit respecter de manière obligatoire et exiger la teneur des dispositifs de la Constitution. L'état de droit constitutionnel est un état dans lequel l'ordonnancement juridique national est chapeauté par la primauté de la Constitution. L'état de droit constitutionnel est un état dans lequel les arrêts de la Cour constitutionnelle sont respectés au regard de l'article 168 de la Constitution. Et donc, si vous essayez de faire cette lecture générale de ce que je viens de peindre comme tableau, vous allez vous rendre compte que dans le régime de Félix Tshisekedi, on ne peut pas parler de l'état de droit. Au contraire, on peut parler de l'état de droit. Le deux doigts qu'ils ont brandi comme symbolique du pouvoir, c'est les deux doigts qui symbolisent aujourd'hui la corruption, les détournements, la concussion et tout
toutes les formes de vol que nous n'avions jamais vues dans ce pays, au point même de voler le peuple congolais par les mécanismes des rames. Merci Manix Iénda. On en parlera avec ample détail et je pense que nous devons être techniques sur cette question, mais aussi être simples pour éclairer l'opinion qui nous suit. Merci Monsieur Manix Iénda. On va cette fois-ci remettre la parole à Maître Silver Kyunga. La même question. Est-ce que vous avez remarqué rupture ou continuité entre le président Kabila qui était là et le président Tshisekedi aujourd'hui? Il n'y a pas rupture, il y a continuité. Il y a continuité. Et je pourrais vous démontrer cela par des faits. Parce que mes co-débatteurs, ils ont défini ce que c'est l'état de droit. Vous aussi, vous l'avez fait. Ils ont promis de revenir à leur deuxième tour de parole. Oui, ils ont défini. Donc, moi, je n'y reviendrai plus. Mais moi, je pense que pour montrer qu'il y a rupture ou continuité, nous devons aller dans des faits. Vous avez 5 minutes. Parce que nous avons dit, l'état de droit, c'est là où la loi est respectée. Et par les dirigeants, et par les dirigés. Et par l'État lui-même comme personne morale. Est-ce qu'aujourd'hui, l'état de droit est effectif? Je dis non. Pourquoi? C'est un idéal, au fait. C'est un idéal. Je l'avais dit la fois passée que c'est un idéal à atteindre. Nous n'y sommes pas encore. Je vais vous donner des cas précis qui démontrent que quelque part il y a de l'anarchie. Le premier cas que j'ai répertorié, vous avez suivi l'ordonnance du chef de l'État nommant les mandataires publics, notamment à la CNSS. Le chef de l'État prend une ordonnance, il nomme des mandataires, dont M. Athanase Matenda et M. Kongolo. La ministre du Travail notifie l'ordonnance à des personnes dont les noms ne figurent pas dans l'ordonnance du chef de l'État. Quel scandale! Ça n'existe dans aucun pays du monde. Et M. Matenda et M. Kongolo ont saisi le Conseil d'État. Le Conseil d'État venait de rendre son arrêt, demandant au ministre de revenir sur ces notifications et de signifier l'ordonnance, notifier l'ordonnance à M. Matenda et à M. Kongolo. Alors, est-ce que le ministre du Travail a le pouvoir de contester ou de modifier l'ordonnance signée par le chef de l'État? Ça, c'est des choses que nous voyons dans ces pays. Donc, ceux qui sont dans les résidents, ils ne respectent rien. Je prends un deuxième cas. Monsieur Jean-Marc Kabound, à Kabound, a été arrêté, amené au CPRK. Devant son juge naturel qui est la Cour de cassation. La Cour de cassation prend un arrêt conformément à la Constitution, conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui veut que lorsqu'un député est poursuivi, qu'il soit mis en résidence surveillée. Ça fait plus de 3 mois aujourd'hui, le parquet général près la Cour de cassation refuse d'exécuter l'arrêt de la Cour de cassation. La plus haute institution judiciaire du pays, la Cour de cassation, qui prend un arrêt qu'on doit mettre Jean-Marc Kabound en résidence surveillée, jusqu'aujourd'hui, il croupit en prison. Devons-nous parler d'un état de droit dans ces conditions-là? Je dis non. Mais le ministère public avait dit qu'on est en train de chercher un moyen pour pouvoir trouver un mécanisme pour... Quel mécanisme? Les arrêts, nous l'avons dit ici, les arrêts de la Cour de cassation sont exécutoires. Y a-t-il une autre juridiction au-dessus de la Cour de cassation pour ce genre de matière-là? Maintenant, depuis plus de 3 mois, mais Jean-Marc Kabound a une résidence. Vous le consignez à résidence dans sa résidence. Si l'État a une villa en ville ici, vous l'amenez là-bas, vous le consignez là-bas. Mais le fait que l'arrêt de la Cour de cassation n'est toujours pas exécuté depuis plus de 3 mois, nous allons dire que les dirigeants du pays ou les membres de structures judiciaires eux-mêmes, est-ce qu'ils respectent leurs propres décisions? Bon, depuis que le parquet général près la Cour de cassation ne s'exécute pas, quelle est la réaction du premier président de la Cour de cassation? Quelle est la réaction du président du Conseil supérieur de la magistrature, qui se trouve être le président de la Cour constitutionnelle?
Quelle est la réaction du ministre de la Justice? Même du parquet qui doit Vous comprenez que faire exécuter la décision. ce sont des choses, j'ai toujours dit, qui ternissent l'image de la justice. Parce que lorsque une juridiction prend une décision et que le parquet qui n'est qu'un office près cette juridiction refuse de s'exécuter, mais alors qui va encore exécuter ça? Qui va respecter la loi finalement? Je donne encore un exemple. La justice dans notre pays, c'est une justice qui fonctionne à double vitesse. Double vitesse, c'est-à-dire, il y a certaines personnes, parce qu'appartenant à un certain bord politique, dès qu'ils commettent une infraction, à la minute, poursuite engagée, flagrance, arrêtée. Mais pour d'autres, non. La justice devient muette. Là, il n'y a plus de flagrance, elle devient lourde. Je n'en veux pour preuve que les déclarations que nous suivons à longueur de journée sur Internet, de certains soi-disant propagandistes ou, comme ils disent, communicateurs et tout ça. Terminé, s'il vous plaît. Qui, à longueur de journée, injurient les gens, font des diffamations contre des personnalités du pays. Ces gens-là ne sont jamais inquiétés. Ils sont connus dans les réseaux sociaux. Il suffit de mettre les mounières. Bon, on parle calmement et on s'en prend à qui on veut. On ne les poursuit pas. Mais quand ça vient de notre bord politique, automatiquement, on est arrêté. Donc, moi je pense qu'un pays qui se dit de droit ne peut pas fonctionner comme ça. Parce que nous avons vu des déclarations graves de certains dirigeants de partis politiques qui ont promis de donner des armes à leurs militants pour défendre le pouvoir. Ils n'ont jamais été poursuivis. Par contre, le président de la jeunesse d'ensemble, Jacques Ndala, il avait dit seulement dans une vidéo que je demande à vous les jeunes, tenez-vous prêts. Le moment venu, on va vous donner le mot d'ordre. Il a fait la prison. Merci. Donc, puisque, attendez que je termine. Autre chose, aujourd'hui, le confrère peut-être vit en France, lui, il est là dans la paix. Ce sont des choses qu'il ne vit pas. Les avocats sont inquiétés tous les jours ici dans les juridictions de ce pays. Par qui? Par les magistrats. On arrête les avocats à temps et à contre-temps dans l'exercice de leurs fonctions. Tout simplement parce qu'on veut intimider les avocats. Vous comprenez? Alors, moi, à l'occasion, je demande au chef de l'État. Il y a une loi qui moisit sur sa table, ça fait plusieurs années. La nouvelle loi organique du barreau. Monsieur le Président, je vous supplie, veuillez promulguer cette loi-là. Parce que une justice ne peut pas bien fonctionner sans les avocats. Les avocats sont les sels de la justice. S'il n'y a pas d'avocat, l'arbitraire va régner. Merci, Maître Tchunga, Maître Oscar Béa. Moubiaï, pardon, excusez-moi. Selon vos co-débatteurs, Manik Sienda n'a pas été vraiment d'accord avec votre argumentaire pour dire qu'il y a rupture. Vous avez également évoqué quelques cas. C'est pratiquement le même point de vue avec votre confrère également, votre co-débatteur. Pour lui, il y a continuité et cela doit normalement changer. Votre point de vue? Écoutez, mon point de vue, il est plus simple parce que la vérité, comme on dit souvent, elle est têtue et elle est palpable, n'est-ce pas? Quand on dit que le soleil brille, il brille. Alors, mon premier co-débatteur, Manix, il dit qu'il construit son raisonnement sur du ciment, mais j'ai l'impression qu'il en a construit sur du sable. Expliquez-vous. Je m'explique clairement. Déjà, un correctif très rapide. Quand vous prenez la Constitution, parce qu'il a dit qu'il est très attaché aux lois, à la Constitution, mais il ne faut pas seulement commencer à en décliner de manière récitale, mais il faut traduire ce que la loi dit exactement. Quand vous prenez l'article 149 de la Constitution, je peux vous convier à la lire. La justice n'est pas rendue au nom du président de la République, non. 149 de la Constitution. 149 de la Constitution. La justice est rendue au nom du peuple et les décisions de la justice exécutées au nom du président de la République. Et non pas la justice rendue au nom du président et au nom du peuple. Ça, c'est première chose. Je vois que le confrère secoue la tête, à moins qu'il se rebuffe. J'ai bien noté qu'il dit que la justice est rendue au nom du peuple et du président. On va lire cet article. Vous pouvez lire pour 149. Lever l'équivoque.
nous sommes fidèles au texte. Hein. 149. Il ne faut pas faire dire les textes qui ne disent pas. Donc, il y a plus ou moins 4 paragraphes. Je vais 149. 149. Oui. 149. Le pouvoir judiciaire indépendant. Non, allez-y vers la fin, comme ça on gagne le temps. La justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. Les arrêts et les jugements, ainsi que les ordonnances des cours et tribunaux sont exécutés au nom du président de la République. Voilà, on s'arrête là. C'est ce que la justice est rendue au nom du peuple et les décisions de la justice exécutées au nom du président de la République. Ce n'est pas la même chose. Exécuter une décision. On rend la justice au nom du peuple. Pourquoi on rend la justice au nom du peuple? Vous vous renvoyez à l'article 5 de la Constitution. C'est parce que la souveraineté, la justice est rendue au nom du peuple. C'est à la différence, avant c'était au nom du roi. Et avec la démocratie qui entraîne que c'est seul le peuple qui est souverain, à son article 5 de notre Constitution, c'est pour cela que la justice est rendue au nom du peuple. Mais en revanche, les décisions de la justice sont exécutées au nom du président de la République. Donc, à moins que de l'autre côté, les confrères Manix me disent que rendre la justice et exécuter de la décision, c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ça, c'est la première chose. Et vous avez lu les textes, et je crois que ces textes-là, quand vous pouvez les lire 1001 fois, ça me donnera raison, et nous sommes fidèles au texte. Maintenant, qu'est-ce que les confrères soutiennent? Il dit, ben, pour lui, ce n'est même pas la continuité. Effectivement, ce n'est pas la continuité. Parce que Tshisekedi et Kabila, et ainsi que ses prédécesseurs, c'était la dictature. Et donc, Tshisekedi n'est pas dans la continuité, il est dans l'alternance. Et l'alternance voudrait dire que l'on quitte d'un point à un, qu'on fait l'inverse. Donc, comme nous étions dans la dictature, l'alternance ici, c'est que nous entrons dans un régime démocratique. Et Tshisekedi incarne, c'est le seul et le premier président de la Troisième République qui a marqué l'alternance, déjà par rapport à l'élection, 2 par rapport à l'exercice du pouvoir. Par rapport à l'élection, c'est-à-dire à son élection, soit ça veut dire que depuis que le pays est pays, Congo, c'est la première fois qu'on a assisté à une alternance civilisée du pouvoir. Ça, c'est pas Kabila, c'est pas Kabila qui... Non, c'est Tshisekedi. C'est pas Kabila. C'est grâce à Tshisekedi. D'après lui, c'est grâce à Tshisekedi. Pas grâce à Tshisekedi, c'est Tshisekedi qui a été élu démocratiquement depuis que nous sommes dans ce pays. Ça veut dire depuis Kasavubu à Tshisekedi, il n'y a pas eu des élections libres et démocratiques où il y a eu alternance au pouvoir. La preuve en est que tous les anciens présidents n'ont jamais assisté à leur succession. Du moins ici, ils l'ont fait. Comme les morts ne sont jamais morts, c'est dans leur tombe qu'ils ont assisté peut-être. Mais du vivant, Kabila vit, Kabila fils, et Tshisekedi vit. L'un est un ancien président, l'autre est un nouveau président et que vous avez assisté à une passation, ce qui n'a jamais été le cas. Alors, je voudrais, bon, parce que les confrères m'évoquent de l'autre côté, le confrère Sylvain, mais Maître Oscar, peut-être parce qu'il vit en France, mais écoutez, je suis fils de ce pays, je suis au contact permanent de la réalité de mon pays. On a parlé de la diaspora, vous interrogerez toute la diaspora. J'étais l'avocat de tous les combattants pour combattre les régimes et faire à ce qu'il y ait l'alternance. Il a parlé du cas de Kabound où l'arrêt a été... Je vais y arriver. J'ai vidé d'abord la partie des confrères Manix pour le rencontrer. Parce qu'ici, nous ne devons pas venir faire la déclinaison des définitions académiques. Nos téléspectateurs risquent d'être égarés. Nous devons traduire ces définitions par rapport aux réalités palpables. Dans les réalités palpables, j'ai entendu les confrères, les deux confrères, parce qu'apparemment, ils sont tous comme cousus dans un même sac. Ça veut dire ensemble, dans la même opinion. Et moi, je suis d'avis contraire. C'est ce qui fait la beauté du débat, parce qu'il est contradictoire. Pour eux, il y a la continuité. Pour moi, il y a la rupture. Et donc, nous devons traduire cela par les actes. J'ai entendu de l'autre côté,
en face de moi. Dire que quand les gens ont des modérés, quand ils sont d'un bord politique, à ce moment-là, ils sont des intouchables. Et quand c'est un autre camp politique, on arrête les gens. Pourtant, il est des notoriétés publiques. Que s'il y a des gens qui font l'objet d'interpellation et d'arrestation dans ce pays, ce sont les gens qui sont proches du président de la République. C'est en cela que nous disons qu'il n'y a plus d'intouchables. Je prends un seul exemple. Tel que, par exemple, sous Kabila, fils. Quelques noms seulement. Des gens qui ont fait l'objet d'arrestation, mais ils sont, vous connaissez, non? Vous avez eu le directeur de cabinet, M. Kamere a été poursuivi. Vous avez Vidi Chimanga qui était là. Acquitté ou arrêté, ce n'est pas être poursuivi. Moi, je parle de poursuite. Ouais. Donc, les poursuites, ça veut dire vous commettez une infraction, vous êtes présumé innocent, on vous poursuit. Si la justice découvre que vous êtes coupable, on vous condamne. Tout comme si la justice trouve que vous n'êtes pas coupable, la justice vous relaxe. C'est en cela... Une minute, s'il vous plaît. Ben, je finis dans ma minute parce que bon, vous m'interrogez, je souhaiterais que vous me laissiez ne pas m'interrompre. Et donc, quand l'on invoque ces cas-là, vous verrez que ce sont les proches du chef de l'État qui sont souvent interpellés et qui sont en prison. Ça, c'est ce qu'on n'a pas vu sous Kabila, fils comme père, ainsi que sous Mobutu. Aujourd'hui, on n'entend plus parler de Kalev. Et si vous demandez dans la rue, comme il est député de la rue, si vous demandez dans la rue, je crois que l'actuel AG de l'année n'est peut-être pas connu de la rue. Mais à l'époque, Kalev était connu de tout le monde. Pourquoi? Parce que c'était un régime de terreur. Et donc, pour finir et dire que la justice, c'est le peuple, oui, mais à moins que les confrères confondent le peuple et la rue. Le peuple, ce n'est pas la rue. Et donc, quand on dit que le juge est indépendant, ça signifie qu'il est indépendant vis-à-vis de partis, vis-à-vis de l'opinion. Parce que l'opinion, c'est quoi? C'est ce que vous appelez, allez, à tort, parce que clameur publique, c'est différent. Mais ce qu'on appelle communément clameur publique. On dit, Moïbi, Moïbi. Ok, on amène devant la justice, on ne va pas arrêter cette personne parce qu'on a crié Moïbi. Et donc, voilà un peu, je pense que je crois avoir répondu. Donc, pour faire bref, je considère que pour moi... Vous aurez à nouveau la parole. J'aurai la parole, merci beaucoup, parce que vous m'en donnerez. Vous comprenez que je suis face à deux. Donc, pour moi, il y a la rupture. Pour moi, il y a la rupture. Pour eux, il y a la continuité. Maintenant, je souhaite qu'on démontre cela par les faits. Et les faits qu'ils ont invoqués ont été balayés. Il y a eu Bochab, sur qui il y a eu soupçon de... Vous aurez la parole. J'en ai fini, peut-être prendront dans ma minute. Vous aurez la parole. Je finis par là. S'il vous plaît. Est-ce que vous permettez juste une seconde? Ils récupéreront mes minutes. Il y a eu Bochab qui avait été soupçonné de détournement à la SNL. Est-ce que vous avez entendu parler de l'interpellation? La réponse est non. Voilà. Mais ici, nous assistons à ça. Voilà, merci. Merci beaucoup, Maître Mobiaï. Monsieur Manix Ienda, votre lecture. Il y a des arrestations, Maître Mobiaï l'a dit ici sur ce plateau. Ce qu'on n'a pas vécu pendant l'époque de Kabila, il y a des personnalités proches du président qui n'avaient jamais été interpellées, qui n'ont jamais fait l'objet de poursuites judiciaires, même de condamnations, comme on l'a vu sur le président Tshisekedi. Cela est une preuve de la rupture, selon même l'élection du président Tshisekedi. L'alternance, c'est aussi un élément qui montre qu'il y a bel et bien rupture. Votre point de vue. Du coup, quand j'entends Maître Mobiaï, j'ai même des chairs de poule. J'ai des larmes aux yeux. En écoutant son discours, on se rend compte qu'effectivement, la trahison de clerc existe. La défaite de la pensée et l'irresponsabilité de la communauté intellectuelle. Vous nous aviez invités sur ce plateau d'abord comme des penseurs, comme des scientifiques, et non comme des politiques. Parce que le débat, c'est un débat de portée scientifique. C'est un débat juridique, un débat de droit. Mais plus vous l'écoutez, vous sentez la lumière de la science juridique s'éteindre de plus en plus.
plus il parle, plus il devient politique. Plus il parle, plus il a tendance de faire l'apologie de Félix Tshisekedi. Plus il parle, plus il nous invite dans un traditionnalisme politique autour de la paroisse politique, le culte des personnalités, axer son intelligence. Lui qui est un homme de droit, un homme scientifique, orienter son intelligence sur le nom de Félix Tshisekedi. Encore pire, il commet les crimes, permets-moi de le dire ainsi, de considérer Tshisekedi comme le père de l'alternance démocratique. Quelle ingratitude! Quelle irreconnaissance! C'est en cela que je comprends qu'effectivement, vous venez de la diaspora, vous ne comprenez absolument rien par rapport aux réalités sociopolitiques de notre pays. Mais même si vous êtes de la diaspora, on a beaucoup de respect de la diaspora. Mais votre intelligence ne doit pas être diasporalisée, si je peux le dire ainsi. Votre connaissance de droit ne doit pas être diasporalisée. Parce qu'ici, nous parlons principe. Il a dit qu'il y a une différence entre le rendu de la justice qui s'est fait au nom du peuple et l'exécution de la même justice qui s'est fait au nom du président de la République. Et il a même pris du temps sur cet élément-là. Or, on rend quoi? On rend la justice. On exécute quoi? On exécute la justice. Et dans le rendu, et dans l'exécution, la Constitution le dit, c'est au nom du peuple et au nom du président de la République. On ne pouvait même pas prendre du temps sur cette question-là. Parce qu'elle est tellement limpide, claire comme de l'eau claire dans un verre clair. Parce qu'on parle de l'état de droit, j'ai aimé, c'est que mon co-débatteur de gauche vient d'étaler comme de fait. Moi, je vais faire quelques compléments. Des cas sous Tshisekedi, les pères de l'alternance, d'après notre frère de la diaspora. Mais est-ce que vous conviendrez avec moi que quand même, sous Tshisekedi, il y a des hautes personnalités politiques? Vous ne pouvez même pas parler des quand même. Devant la barre. Je vous ai dit, sous Tshisekedi, il y a l'absence totale de l'état de droit. Total. Total. Les cas, il y a un cas de Teni Longondo. Avec des faits palpables. Que la justice a inséré parmi le lot des griefs à charge de ces messieurs-là. Il y a eu même de rapports. De l'IGF. De l'IGF. Les messieurs, comme d'habitude, il est allé en vacances à Makala. Quand son congé a pris fin, il est ressorti. Alors que le fait et les conséquences restent pendantes. Je prends le deuxième fait. S'il vous plaît, permettez-moi de continuer avec le fait. Parce qu'on parle de la justice, l'état des droits sous Félix Tshisekedi. Willy Bakonga. Avec une série de détournements de plus de 400 millions de dollars. Comme l'union sacrée de la nation devient comme une sorte de blanchisserie politique, il intègre, il fait le jeu, il est libre. Tony Mwaba, qui est allé même au point de détourner le fonds destiné à l'interscolaire, une compétition footballistique pour les élèves de l'école primaire et secondaire. Et on n'en parle pas. Ici, dans ce pays, qui n'a pas vu les insultes, les outrages, les injures des membres de l'UDPS à ciel ouvert? Un Jules Moniere qui insulte le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege. Les vidéos sont là, personne n'en parle. Il y a une dame qui s'appelle Denise, je ne sais même pas son nom de famille, qui se considère comme communicatrice privée du président de la République, qui est allée au point même d'insulter les femmes violées à l'Est. Et qui a même accentué le taux du tribalisme en disant « c'est notre pouvoir du Kasaï ». Alors que le tribalisme, les népotismes, les clientélismes, toutes ces choses-là doivent être condamnées sous un régime qui prône l'état de droit. Tous nous avons vu comment est-ce que le juge président Dieudonné Kalouba a été limogé de son poste en tant que président de la Cour constitutionnelle. Il y a encore un autre fait récent. Le juge président du tribunal de commerce à Lubumbashi, il a démissionné avec un acte écrit en citant le nom de Peter Kazadi qui instrumentalise la justice par le biais vert, par la corruption.
Il serait instrumentalisé, il Non, serait mais acheté ce sont de faits. Et aujourd'hui, on nous parle de Félix Tshisekedi comme père de l'alternance démocratique. Je vais aider Mais, Manix, mon frère d'en face. Je finis par cet élément, s'il vous plaît, vous pouvez faire la relance. En ce qui concerne le père, je dirais le père de l'indépendance, le père de la démocratie, etc. Dans ce pays, peut-être que ça peut exciter votre Pour finir, s'il vous colère plaît. intellectuelle, qu'à cela ne tienne, je l'ai dit quand même. Le père de l'indépendance dans ce pays, l'indépendance politique, il s'appelle Patrice Emery Lumumba. Le père de l'indépendance économique dans ce pays, il s'appelle le professeur Augustin Matata Mponyo Mapon. d'accord. Le père du combat démocratique, je finis s'il te plaît, c'est très important. Le père du combat démocratique, il s'appelle Étienne Tshisekedi Wamulumba. Le père de la libération congolaise, il s'appelle Mouzé Laurent Désiré Kabila. Le père de l'alternance démocratique, lui, il s'appelle Joseph Kabila Kabange. C'est lui qui l'a permis. Merci. Mais seulement le père de la démagogie et des promesses non tenues, lui, il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup, Manix. Mettez-le dans son rang et Merci respectez-le à son juste titre. Tshisekedi, père de l'alternance, quelle insulte à la nation. S'il vous plaît, Manix. Ayez un peu de réserve, restons objectifs et rationnels, évitons les débats de Djalelo, S'il vous plaît. les débats fanatiques, évitons cela. S'il vous plaît. Nous sommes des intellectuels quand même, Merci. nous sommes des juristes. Merci beaucoup. C'est un avocat. Merci beaucoup. Il Manix. représente la diaspora. Votre temps d'antenne est en train Je suis de... désolé, je suis vraiment désolé d'entendre ça d'un avocat, S'il vous plaît. encore moins S'il vous plaît. d'un membre de la communauté. S'il vous plaît. La s'il vous diaspora plaît. congolaise. Monsieur Manix Yenda, On peut entrer au fond On va de rester cas. sur Matata, les faits. s'il veut, et Sur peut-être les qu'on faits. va démontrer. Maître Silver Kyunga, Oui. les cas qu'a évoqué votre co-débatteur, Maître Moubiaï, les cas des personnes qui ont été arrêtées, mais très proches du président de la République, notamment certains qui ont même été au gouvernement. Manix vient de parler d'Eteni Logondo. Ils sont vraiment nombreux. C'est qu'on ne voyait pas à l'époque de Kabila. C'est toujours la continuité, selon vous. C'est la continuité. Malheureusement. Je suis désolé de le dire, c'est la continuité. Mais on ne voyait pas ça sous Kabila. Moi, je suis avocat, je suis un professionnel de droit. On ne voyait pas ça sous Kabila. Je suis chaque jour devant les cours et tribunaux évident. de ce pays. Ouais. Je vais vous montrer. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis 2019, à chaque discours sur l'état de la nation devant les Congolais, chaque discours, prenez tous ces 4 premiers discours, chaque discours, il fustige la justice. Chaque discours. Ouais, ça c'est vrai. Et le président a même dit ceci, qu'on rend une justice spectacle, des Théâtralisé. jugements théâtralisés. C'est le chef de l'État, magistrat suprême qui a dit. Justice théâtralisée. Et il a même dit que des jugements sont rendus par hasard. Ça a été dit en conseil même des ministres. Jugement rendu par hasard, théâtralisation de la justice. Et regardez par exemple pour certains cas que vous citez là. Parce que faut rafraîchir la mémoire de mon estimé confrère De la diaspora. Vous devez rester dans le temps, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai dit que je ne vais pas dans les définitions. Les définitions, les gens n'en ont pas besoin. Ouais. Nous sommes en train de démontrer il y a changement ou c'est la continuité. Au début du mandat du chef de l'État, il y a eu l'affaire rétrocommission 15 millions de dollars. Vous avez suivi où se passait le procès à ces propos? 15 millions de dollars. Dans quel projet exactement? Les débuts. Le rétrocommission. Rétrocommission. Le chef de l'État en a même parlé sur France 24. Ah ouais. Il y a déjà eu un procès sur les 15 millions. C'est allé où? On ne connaît pas. Alors, vous parlez, M. Manix a parlé du cas du docteur Etienne Longondo. Etienne Longondo, si on l'a amené à Makala, c'était pour flouer les gens. Ouais. Mais oui, Vous êtes un avocat. c'était pour flouer parce que on a parlé pendant plusieurs émissions pourquoi les autres sont directement arrêtés et tout ça là, mais pas le docteur Etienne Longondo. Alors, devant cette pression de l'opinion publique, pour nous distraire et nous endormir, comme Manix l'a dit, il est allé à Makala, puis il sort, et à la sortie même de la prison, Victoire.
Il y avait Aujourd'hui, là, où est le procès? Parce que nous continuons à donner des fleurs à l'IGF. Nous continuons à donner des fleurs à l'IGF. L'IGF a bien fait son travail avec Etienne Ilongot pour le détournement de l'argent pour la lutte contre Covid. Où est le procès depuis lors? Je vais quand même poser. Il aurait été de notre bord politique, le procès serait là. Ouais. Moi, je suis net, je dis les choses telles qu'elles se présentent. L'histoire de Vidé Chimanga. Elle est instrumentalisée. La politique de la justice n'est pas indépendante. La justice est instrumentalisée. Je suis désolé de le dire. L'histoire, le cas Vidé Chimanga, qui venait d'être acquitté. Moi, je l'avais dit longtemps avant, dans mes analyses. J'ai dit, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Et moi, l'acquittement ne m'a pas étonné. Ça ne m'a pas étonné. Parce que quand vous prenez les déclarations de Vidé Chimanga, vous prenez les déclarations de Jean-Marc Aboun, quelle est la différence? Quelle est la différence entre ces deux déclarations? Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. C'est du pareil au même. Mais oui. Kaboun, attendez, je vais vous donner les faits. Je vais vous donner les faits. Jean-Marc Aboun dit, il y a des avions qui décollent d'ici en menant des billets frais dans des paradis fiscaux. Il a dit, non? Ouais. Et Vidé Chimanga, dans son interview avec le faux investisseur, il dit, oui, nous avons des sociétés offshore à l'île Maurice. Si vous nous donnez notre pourcentage là, moi je vais aller mettre ça dans nos sociétés à l'île Maurice. Mais, qui ça? Jean-Marc Aboun devait parler d'île Maurice. Et puis, il confirme, on lui dit, mais est-ce que le président fait des affaires? Non, le président ne peut pas faire directement les affaires. Moi je m'occupe de tout ça et tout. Mais vous impliquez les chefs. C'est pas ça l'outrage au chef de l'État? C'est parmi les chefs. Et comment parmi les charges d'outrage au chef de l'État. Vous dites que le chef de l'État, apparemment, parce qu'il insinuait qu'il travaillait pour le compte du chef de l'État. Et il dit, c'est moi qui ai financé ces élections. Il est là grâce à moi et tout ça là. C'est pas ça l'outrage? Bon, prenez l'hypothèse que c'est une autre personne qui aurait dit ça. Il serait acquitté. Mais c'est normal qu'on l'acquitte. Parce qu'il est du sérail. Mais si cette vidéo n'était pas authentique, par exemple. Mais qu'est-ce qu'il n'y avait pas d'authentique là-bas? C'est une question qu'il faut qu'on se pose aussi. Non, la vidéo est authentique. Attendez. Dans un autre pays d'Afrique, je crois en Guinée ou quelque part, des faits similaires se sont passés. Avec des faux investisseurs. On a viré ce monsieur-là. Le chef de l'État l'a révoqué. Ce ne sont pas des vidéos montées, même si dans la défense, j'ai vu mes confrères dire « Ah non, on a recoupé. » Bon, même si on recoupe, tel que nous faisons l'émission ici, même si on prend une phrase, mais la phrase ne change pas. Une minute, s'il vous plaît. Ce qui est vrai, il y a eu des faits. Ces gens-là ont piégé monsieur le conseiller. Mais lui ne devait pas tomber dans les pièges. En faisant ce qu'il a fait, il a donné la preuve de ce que tout le monde a toujours décrié, que nos autorités prennent des pourcentages chez les investisseurs. Et les investisseurs eux-mêmes s'en plaignent. Nous ne voulons pas investir au Congo parce que quand on vient là-bas, on nous demande des pourcentages. Et on a eu l'occasion d'avoir la preuve vraiment sur la table. Merci. Et maintenant là, on dit, non, c'est fait là. Alors, attendez que je termine par les élections, parce que le confrère Oscar Mougaï a parlé des élections. Rapidement. Qui serait, s'il vous plaît, seulement bonne avec l'alternance. S'il vous plaît, allez-y. Mais ces élections-là, si les élections de l'alternance étaient de bonnes élections, ça signifie que les deux premières élections faites faire par Kabila étaient bonnes. Mais au-delà de ça, parce qu'il a parlé de l'élection du chef de l'État, mais Kassavougou a été élu démocratiquement. Le premier d'ailleurs. Il a été élu démocratiquement parce qu'à l'époque, c'était une élection au second tour. Il a été élu par les membres de l'Assemblée nationale, comme la constitution de l'époque le disait. Donc ce n'est pas une première qu'on ait élu un chef de l'État. Même Kabila a été élu en 2006, en 2011, il a été régulièrement élu. Merci beaucoup. Donc ce n'est pas une nouveauté. Et comme le confrère Manix l'a dit, très bien. L'alternance, merci. En tout cas, c'est lui qui a facilité ça, c'est Kabila. Parce que s'il n'en voulait pas, il aurait fait des histoires ici et cette alternance ne serait pas venue. Donc Félix Tshisekedi est bénéficiaire de l'alternance, mais celui qui a facilité ça, c'est l'ancien président Joseph Kabila. On doit quand même rester honnête et reconnaître à chacun sa part. Très bien. Merci beaucoup. Maître Moubiaï, je vous donne la parole. Vous allez certainement répondre à vos co-débatteurs. Et après, je vais maintenant lancer particulièrement rester sur le cas Matata Pognon pour avoir finalement
une solution définitive? Ben écoutez, très rapidement, mon premier co-débatteur, c'est Manix. Bon, ce n'est pas parce qu'on est député de la rue qu'on va amener la rue ici. Donc, comme il l'a dit, on est intellectuel et moi, je suis professionnel du droit. Je donne les faits et ces faits reposent sur la loi. Et que la loi est là. Nos téléspectateurs nous suivent. Si maintenant, vous avez lu l'article 149, si vous avez un avocat digne de son nom qui vient vous dire, en dehors de tout ce qu'il peut avoir comme verbe, c'est à son honneur d'avoir les bons verbes, mais nous n'avons pas besoin du verbiage. Donc, c'est clairement dit que la justice est rendue au nom du peuple. Cela, ça peut apparaître simple, mais en droit, ça a toute la conséquence. Ça voudrait dire quoi rendu au nom du peuple? Ça voudrait dire que seul le peuple définit ce que vous avez appelé le monopole de la violence. Donc, la justice est rendue par le peuple. Et donc, les décisions alors, lui, risque de confondre les décisions de l'exécution d'une décision de la justice et la justice. Vous comprenez qu'il est dans une confusion, désolé de le dire. Donc la loi est claire, vous verrez lire, et ceux qui nous suivent peuvent relire. La Constitution, c'est l'article 149. Et en droit, il n'y a pas de synonyme. Ça, nos étudiants peuvent nous suivre et qui doivent l'apprendre. En droit, il n'y a pas de synonyme. La justice rendue au nom du peuple et les décisions exécutées, rendre et exécuter sont deux choses différentes. S'il lui revient, bon, je ne suis plus ce débat-là parce que c'est trop clair. Et je note que, bon, en tout cas, moi, quand les confrères parlaient, je ne faisais pas des signes un peu qui s'apparenteraient effectivement aux gens qui se manifestent comme ça dans la rue. Aux gens de la rue. Ouais, moi je suis quelqu'un de la rue. Alors, donc, et encore, la rue et le peuple ne doivent pas se confondre. La rue est représentée aujourd'hui. Bon, allons dans l'essentiel. Moi, vous voyez que je ne coupe pas la parole. Hein. Vous savez, on dit que moi, je suis habitué à débattre dans la civilité. Allez-y, allez-y. Et c'est pour ça que je ne coupe pas la parole. Allez-y, allez-y. Et donc, ça c'est par rapport au distinguo à faire à l'article 149, et qu'en droit, ils sont là, ils peuvent me contredire si je dis des bêtises, en droit, il n'y a pas de synonyme. Exécuter et rendre sont deux choses différentes. Et quand tu dis dans le rendu, en termes de droit, parce que parfois, on dit des choses que l'on ne maîtrise pas peut-être. Quand on dit le rendu, c'est ce qui est traduit en droit par les considérants ou les attendus. Vous comprenez? Mais maintenant, le rendu, c'est un raisonnement. Je considère que, vu que. Ça, c'est ce qu'on appelle le rendu qui traduit le raisonnement. Alors, je ne sais pas où il veut en venir quand il dit le rendu de la justice. Mais maintenant, quand une décision de justice est là, on exécute quoi? On exécute les dispositifs, ça veut dire les conclusions du raisonnement. Et cette exécution de ce qu'on appelle jugement, on dit jugement quand il s'agit de juridictions inférieures et on dit arrêt quand il s'agit de juridictions supérieures. Donc, c'est une notion importante. Nous voulions clarifier, c'est ça la science. Je souhaite que je sois rencontré là-dessus au lieu d'être dans des considérations qui ne sont pas scientifiques. Maintenant, on me dit, je suis tshisekédiste. Bon, est-ce que, parce que Tshisekedi, j'ai dit que Tshisekedi marque la rupture, qu'en cela, je deviens tshisékédiste? Je n'ai pas l'étiquette politique. Vous m'avez présenté comme avocat, en France précisément, mais mon confrère en face, il est membre du parti de M. Matata Ponyo. Encore faudra-t-il un monsieur présumé voleur de la République. Parce que sous poursuite judiciaire. Quand on est sous poursuite judiciaire, normalement on est délinquant. Et quand on est délinquant, on démissionne, on ne se porte pas candidat. C'est ça la rigueur. Et donc, moi je n'ai pas dit ici que Tshisekedi était père de l'alternance, à moins qu'on ne comprenne pas ce que j'ai dit. Il ne peut pas être père de l'alternance parce qu'il en est le fruit. À moins qu'on puisse dire fils de l'alternance, oui. Parce que lui, il est le fruit de cette alternance qu'il incarne. J'ai dit que Tshisekedi incarne l'alternance dans la mesure où, depuis au moins dans l'histoire récente
depuis la Troisième République pour rencontrer Manix, qui est jeune, et pour rencontrer les confrères qui nous renvoient à la Première République. Il ne faut pas être homme du passé, confrère, en voulant parler trop du passé, on devient homme du passé. Ici, nous parlons de la Troisième République. J'ai clairement dit que depuis Mobutu, parce que la dictature, nous l'avons connue sous Mobutu, nous n'avons pas connu la dictature sous Kasavubu, encore sous Lumumba, parce que sortant de la colonisation, nous avons eu une première expérience démocratique à laquelle il a été mis fin par Mobutu en 1965 par son coup d'État. Et donc, la Première République est marquée par un coup d'État, et depuis 32 ans, nous n'avons plus eu l'alternance au pouvoir par les élections. Et que Tshisekedi est issu de ces élections, et on parle de l'alternance par rapport à quitter un régime vers un autre. Nous avons quitté un régime dictatorial incarné par Kabila, dont M. Matata, dont M. Manix est adepte, fils et chantre, pour venir nous dire quoi? Pour venir nous dire qu'il serait le père de l'économie. Ça veut dire quoi, père de l'économie? L'indépendance économique. L'indépendance économique. Ça veut dire que pour M. Manix ici présent, depuis Matata, le Congo aurait acquis une indépendance économique. Alors que ce monsieur, non seulement qu'il est poursuivi pour détournement, et ces détournements-là impliquent les Sud-Africains, donc qui sont les étrangers, et que dans tout ce que nous avons comme richesse minière, c'est dans les mains des étrangers. Vous comprenez ça? Alors, donc, et quand on parle de l'indépendance économique, ça voudrait dire que nous avons acquis une autosuffisance alimentaire, que les gens peuvent manger à leur faim par rapport à la production nationale. Mais nous continuons à importer même tout ce qui est élémentaire pour vivre et manger. Et vous avez maintenant un jeune comme ça. C'est des questions de droit, maître. C'est des questions de droit. Mais je suis sur les droits. Les questions de droit, ce que je veux dire, si vous pouviez rencontrer Mais je suis en train de rencontrer M. Manix sur deux choses. Là, pour résumer ma pensée, notre thème, parce que je ne m'écarte pas, notre thème, c'est État de droit. Tout à fait. Qui dit État de droit, cela veut dire quoi? Nous laissons les définitions à Manix. Je suis comme mon confrère, nous allons au fait. L'état de droit, c'est l'état où la justice est rendue, non pas parce qu'on arrête ou on acquitte les gens, non. Parce que tout le monde est égal devant la justice. Et donc, traduisant ma pensée, je vous dis que c'est avec Tshisekedi que nous sommes entrés en rupture avec la dictature. Et j'ai donné ici comme exemple des proches de Tshisekedi qui se sont retrouvés en prison. Maintenant que ces gens-là aient été condamnés ou acquittés, ce n'est pas le débat. Parce que vous avez parlé ici de la séparation des pouvoirs. À partir du moment que le chef de l'État, son rôle c'est quoi? C'est de donner l'impulsion. Maintenant sur l'exécution, s'il y a la défaillance dans l'exécution, cela ne peut pas lui être imputable. Et dire ça, ça ne veut pas dire être Tshisekedi. Je donne le fait et nous devons être honnêtes de reconnaître dans toute honnêteté scientifique le fait. Ils sont têtus, même si ça déplaît à monsieur le député de la rue. Alors, maintenant par rapport aux confrères qui vous dit, parce que je ne vais pas aller dans le fait, mais il y a des, je vais finir par là. Oui. Vous comprenez? Non, souffrez quand même. Oui, je vous ai suffisamment laissé un peu de temps. Mais je finis. Ils sont à deux. Tout à fait. Ils ont parlé à deux. Je rencontre un. Bon, voilà, chacun, mais pas sauf que tous les deux, vous. Terminé. Bon, j'ai fini par là. Oui. Voilà, cher ami. Je vais parler de deux cas. Et comme ça, ce sera clair. D'accord. Terminé, on va donner la parole. Comme avocat, nous ne pouvons pas commencer à dire des choses en l'air. L'on a parlé d'exemple de Bakonga. Il se retrouve que j'étais consulté par ce monsieur et j'étais son avocat quand il s'est retrouvé à Makala. OK? Et à partir de là, l'on peut crier matin, midi, soir qu'il a volé. Est-ce que la justice était saisie de ce fait-là? La réponse est non. La justice a été saisie par rapport à ce que l'on a dit, qu'on a découvert sur lui l'argent au niveau du Congo-Brazzaville. Je ne vais pas entrer dans les détails de ça. Sur ce point-là,
Je considère que j'étais son avocat et ce que l'on a raconté était loin de la réalité du dossier. Il n'a pas fini sa peine. Je pourrais revenir. D'accord. C'est parce qu'il ne faut pas qu'on perde du temps. Sur le cas d'une ordonnance qui aurait été signifiée, selon les confrères Sylvain, à d'autres personnes. Première chose, si une ordonnance est signifiée à la mauvaise personne, qu'est la bonne personne, ça n'entache pas l'état du droit. Ça, c'est une erreur matérielle. Au lieu de dire donner à X, on a donné à Y, c'est une erreur. Maintenant, à supposer qu'un ministre ait résisté à l'exécution d'une ordonnance. Est-ce que cela, c'est ça du droit. Est-ce que le ministre pouvait résister à l'exécution d'une ordonnance, sachant que ces ordonnances sont des ordonnances qui relèvent du pouvoir de ce que l'on appelle soumis au contre-seing ministériel. Alors, s'ils vont répondre, nous allons y répondre, mais je vais donner un exemple, parce qu'ils veulent dire, j'en ai fini par cet exemple. Oui. Donc, ils veulent dire le pays des vieilles démocraties. Bon, heureusement que j'ai le bonheur de revenir de ce pays de vieilles démocraties. En France, il s'est passé un problème entre le président de la République François Mitterrand avec le gouvernement qui ne voulait pas et le président qui refusait d'exécuter les ordonnances prises par le gouvernement. Merci. Les débats s'est posé, ça n'a pas posé de cas. Très récemment, vous avez vu les plus proches de Macron qui a attaqué un homme de la rue, gilet jaune, et il y a eu la bagarre. Merci beaucoup. Bon, il n'est pas en prison. Merci beaucoup, maître. Donc, ce n'est pas parce que les cas isolés qu'on peut faire les débats. Nous faisons les débats sur le principe. Est-ce que Tshisekedi incarne la rupture? J'ai dit oui. Si vous vous dites c'est la continuité, vous n'êtes pas de ce pays. C'est tout. Ne dites pas que c'est moi qui ne suis pas de ce pays parce que vous ne voyez pas les réalités du pays. Il faut acclamer ce qu'il faut acclamer et critiquer ce qu'il faut critiquer. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Manik Sienda, on va rester sur un cas particulier, le cas de Matata Pognon, le président du LGD. Il y a un débat qui a opposé Maître Mobiaï et Maître Silver Kyunga sur les deux arrêts rendus par la Cour constitutionnelle, l'arrêt Kalouba et l'arrêt Kamoleta, puisque l'article 168 dit que les arrêts sont immédiatement exécutoires. Dans ce cas-là, j'avais posé la question de savoir quel est l'arrêt qui finalement devra être appliqué. Ils avaient donné une réponse, vous n'étiez pas sur place. Maintenant, quel est votre point de vue sur cette question? Merci beaucoup, Dan. Avant même de revenir, permettez-moi 30 secondes. Je veux revenir sur deux choses que j'ai entendues de la bouche de mon frère de la diaspora. Encore qu'il est même avocat de la diaspora. Moi, je pensais qu'il était avocat dans l'un de nos barreaux de Kinshasa ici pour connaître les vraies réalités de nos cours et tribunaux. Premièrement, mon frère de gauche a plutôt parlé des ordonnances du président de la République qui n'ont pas été... Enfin, il a donné un cas qui n'a pas été exécuté. Mais ces cas-là sont légion. Ces cas-là sont légion. Mais moi, je voudrais poser juste une petite question. Je crois que Maître Moubiaï reviendra dans son temps d'antenne pour me répondre. Au nom de l'état de droit, est-ce que vous pouvez justifier, ne serait-ce que le soubassement juridique qui donne au président de la République le pouvoir de nommer les bourgmestres des communes? Parce que dans un état de droit, la compétence, elle est d'attribution. Est-ce que vous pouvez nous citer ne serait-ce qu'un texte, une loi, organique ou ordinaire si vous voulez, ou encore dans la Constitution, où on donne au président de la République le pouvoir de nommer un bourgmestre de commune? Deuxièmement, lorsque j'ai parlé de Matata comme le père de l'indépendance économique, c'est avec raison. Parce que dans sa gouvernance, en tant que chef du gouvernement, il a opté pour un modèle économique qui a même créé de résultats aussi escomptés, même dans le domaine des fiscalités, parce qu'il a eu des innovations qu'il a insérées dans ce domaine-là, notamment la TVA, etc. Et cela a produit de fruits. Parce que dans un État, lorsque vous voulez opter pour un modèle économique, vous avez le choix. Le choix entre l'autarcie, le choix entre le nationalisme économique, qui consiste à favoriser beaucoup plus les opérateurs économiques au détriment
des opérateurs étrangers. Et enfin, l'indépendance économique, qui en réalité est un modèle d'une économie nationale qui opte pour la capacité de s'autosuffire sur le plan financier afin de résoudre le problème, notamment d'ordre social, d'un pays. Et Matata, comme acteur politique, et d'ailleurs c'est même parmi l'un de ses credos en tant que président national d'un parti qu'on appelle le LGD, Leadership et Gouvernance pour le Développement, qui a un modèle économique. Parce que moi, je n'ai jamais su le modèle économique de l'UDPS, par exemple. Encore que le défenseur de Tshisekedi sur ce plateau, s'il peut nous dire quel est le modèle économique de Félix Tshisekedi en tant qu'acteur politique. Matata parle de l'économie sociale du marché, qui repose effectivement sur les valeurs de l'égalité, de la solidarité, des libertés, afin de maintenir l'équilibre dans les marchés économiques. Et encore que dans ce volet de l'option économique, il faudrait maintenir l'équilibre entre le besoin, c'est ça même le principe de la proportionnalité entre le besoin exprimé par une démographie, par la population, par la rue, avec la capacité de productivité économique nationale. C'est-à-dire dans un État qui prône l'indépendance économique, selon la vision du professeur Augustin Matata Mponyo Mapan, si vous voulez être un État fort, il faut d'abord être un État programmateur, un État producteur et enfin un État protecteur. Parce que l'une des grandes missions de l'État, au-delà de la mission gendarme, il y a aussi la mission providentielle. Et donc, c'est grâce effectivement à ces modèles de gestion économique, à cette vision, cette philosophie de gestion, que nous avions doté à la République 4 avions qui constituent l'actif de la société Congo Airways. Et ces avions n'ont pas été achetés par le fonds du FMI, moins encore de la Banque mondiale, c'était avec le fonds de la République. C'est cela, doter à la République la capacité de s'autosuffire sur le plan financier afin de répondre à ses besoins. C'est ça, l'indépendance économique. Encore que Matata, ministre de Finances, il a relevé le plus grand défi. D'accord. En 2 minutes, Manik La dette extérieure. Un défi qui nous a coûté pratiquement 7 ans de calvaire, mais en tant que ministre de Finances, il a relevé en 5 mois en 2 minutes, des gestions à la tête d'un ministère de Finances avec des politiques claires sur le plan de finances. Et donc, c'est cela, l'indépendance économique. En parlant de l'arrêt Kalouba, que je considère toujours comme un arrêt référentiel, mais malheureusement, nos amis de l'Union sacrée de la nation nous ont pondu une situation de catastrophe judiciaire, des scandales constitutionnels et même des coups d'État, je dirais constitutionnels, en créant de la cacophonie, même dans les fonctionnements de la justice de tout un pays. Bien avant que je n'arrive sur le 2 arrêts, qui ne se justifie pas d'ailleurs, je voudrais quand même vous dire comment ça a été ces dossiers-là. Bon, je prends seulement la dimension de la Cour de cassation. La Cour de cassation, pour aller vers la Cour constitutionnelle, il s'est appuyé sur 2 dispositifs constitutionnels. L'article 164 pour justifier effectivement le 2 citations dans l'exercice de ses fonctions et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Et l'article 162 pour justifier la surséance à statuer pour renvoi à la Cour constitutionnelle au nom de l'exception d'inconstitutionnalité que la Cour de cassation a évoquée. Or, vous et moi, nous savons que l'exception d'inconstitutionnalité est un contrôle de constitutionnalité a posteriori. Encore que cette exception est évoquée par les partis et à une certaine mesure aussi par le juge, mais à condition qu'il y ait dans le procès une loi non conforme à la Constitution qui a été évoquée par les partis. D'où la question. Quelle a été cette loi non conforme à la Constitution qui a été évoquée par les partis ou encore par le juge pour que l'on parle justement de l'exception d'inconstitutionnalité, tel a été le cas pour le juge de la Cour de cassation. Deuxième volet, c'est les recours auprès de la Cour constitutionnelle pour l'interprétation de l'article 164 qui contient les 2 citations que le haut magistrat de la Cour de cassation ne comprenait pas. Alors que l'article 161 de la Constitution est très clair. Il a énuméré les différents organes qui peuvent saisir
la Cour constitutionnelle pour l'interprétation de la Merci Constitution. beaucoup, Il s'agit Magnifique. du président de la République, du président du Sénat, Merci. président de l'Assemblée nationale, Monsieur les 1/10 de Monsieur chacune des chambres parlementaires, Merci beaucoup. le membre du gouvernement, les gouverneurs de province et enfin les présidents des assemblées provinciales. Et donc, on ne cite pas le juge de la Cour de cassation. Merci Encore beaucoup. que sur cette question Merci beaucoup. de l'arrêt, j'aurais bien voulu Le temps- étayer sur cette question Le de temps- l'arrêt le et temps- même parler. le temps- Oui, oui. Enfin- Je vous recevrai peut-être prochainement avec... Voilà, on a passé beaucoup de temps dans le discours politique de nos amis de l'Union sacrée alors qu'on pouvait bien Maître faire la démonstration juridique sur cette question de Matata. votre argumentaire sur cette question des arrêts de la Cour constitutionnelle. Oui. Moi, j'avais dit que l'arrêt Kalouba, c'est un arrêt qu'on doit respecter, devant lequel on doit s'incliner. Mais bien sûr. C'est un arrêt qui a été rendu en toute impartialité et avec dextérité. Mais pour revenir un peu, parce que je suis en train d'énumérer des cas pour étayer ma position, le chef de l'État parlait de la théâtralisation de la justice. Je cite un cas qui s'est passé à l'UDPS. Monsieur Wakwenda, président du Conseil national de l'UDPS, pour avoir dit que le poste de secrétaire général est vacant, il paraît qu'il a encore ajouté que ce pays n'est pas gouverné, paf, on l'arrête directement à Makala. C'est incroyable ça. Directement à Makala. Et pour une journée, 24 heures après, M. Wakenda est libéré, il est dehors et il n'y a pas de procès. Donc, quand le confrère Oscar dit les proches du chef de l'État sont arrêtés, tout ça, mais les arrestations ne doivent pas être du théâtre. Dans un parti politique, est-ce qu'il est interdit de faire une critique? M. Wakwenda a estimé que le secrétaire général de leur parti n'était pas efficace, était toujours absent, il ne répondait pas au courrier. C'est même ça il la a dit démocratie. non. Moi, je constate que ce poste-là est vacant, que celui qui est capable, puisqu'ils viennent de donner leur candidature, nous allons désigner notre secrétaire général. Pour ça, on l'arrête et on l'envoie à Makala. 24 heures seulement, et il est ressorti. Bon, je ne sais pas trop c'est quoi. Détention préventive, garde à vue ou quoi, mais à Makala. À tel UDPS. Outrage à l'UDPS. D'autres faits. Par exemple, lorsque les autorités du pays refusent que les gens puissent marcher librement quand ils font des revendications, ce sont des atteintes aux droits des citoyens. Le marche de partis politiques ici. Plusieurs fois, on a refusé ces marches-là. Pourtant, c'est Ou alors, on vous confine dans un coin, vous marchez de tel à tel. Lorsqu'on refuse des réunions, dernièrement, par exemple, il y avait une dame de l'ECD qui voulait tenir une réunion à Ngaba là-bas, dans une salle fermée, on l'a empêché de tenir sa réunion. Bon, je ne sais pas si c'est différent de ce que nous avions vécu avant. Très bien. Moi, je donne des faits précis. Très bien. Merci. Donc, autre chose. Pour finir. Ouais. Par exemple, pour revenir à cet arrêt, les décisions de justice doivent donner la paix. Mais regardez ce que l'arrêt Kamuleta vient de créer. Vous avez suivi les étudiants de l'université de Kinshasa? Des remous à la faculté de droit, des remous à Lubumbashi, des remous partout. Professeur. Ce n'est pas normal. Une décision devait mettre les gens d'accord. Mais là, c'est une décision qui vient de créer des dissensions au pays. Merci beaucoup. Ce qui n'est pas normal. On n'a plus assez de temps, maître. Bon, très rapidement. Bon, voilà. Ici, vous avez compris quelle est notre divergence avec mes confrères d'en face. C'est que pour eux, il y a la continuité de la dictature. Pour moi, il y a rupture de la dictature. Déjà, quand ils admettent, à moins d'être en contradiction avec les raisonnements, c'est qu'ils sont en train de dire que sous Kabila, c'était la dictature. Et donc, on ne peut pas considérer que sous Kabila, et Manix est d'accord que sous Kabila, c'était la dictature, et que son leader politique, encore qui n'est pas exemplaire parce qu'il est poursuivi en justice, et donc il ne peut pas être un leadership, et on ne connaît pas un leadership qui doit être poursuivi. Quand je dis cela, c'est parce que nous parlons d'un état de droit. Maintenant, pour revenir, on ne peut pas donc dire il était ministre de 2012 à 2016. Donc, ministre de la dictature, si nous sommes dans la continuité, et s'il considère que Kabila était un dictateur, comme il dit, continuité. Alors, maintenant, une fois que l'on a dit ça,
il dit, bon, il y a eu modernisation, on est passé à la TVA. Mais je ne sais pas s'il maîtrise les droits fiscaux. La TVA a remplacé l'impôt sur les chiffres d'affaires qui existait déjà. Et donc, cette TVA, je ne sais pas s'il peut me dire aujourd'hui, ce qu'il appelle réforme. Mais, ok. Vous savez, confrère, les animaux aboient, les hommes parlent. Quand vous parlez, moi je m'étais... Moi, ça m'étonne. Mais il parle, il ne coupe pas la parole. Allez-y. Donc, la TVA aujourd'hui, je ne sais pas s'il peut me dire quel est le taux de pourcentage de la TVA aujourd'hui. Conséquence, ça a entraîné l'augmentation des prix. Et quand il parle de la production nationale, quelle est notre production nationale? Et aujourd'hui, vous avez des magasins qui plient partout et toute notre économie est dans les mains des Indiens et des Libanais. Et donc, nous dire qu'un monsieur comme ça est venu faire une réforme, malheureusement, nous n'avons pas le temps. Je pense que... Quel est le modèle économique de Tshisekedi? Alors, le modèle économique de Tshisekedi, d'abord, je ne suis pas de l'UDPS. Et vous, quand vous prenez le libéralisme, vous savez, quand il y a eu ce qu'on a appelé des pays pauvres trop endettés, où il y a eu, avec la FMI, la remise, c'est ce que dont vous vouliez parler. Malheureusement, nous n'avons pas le temps. Il n'y a aucun pays qui s'est développé avec la FMI. Et votre leadership est élève de la FMI. Et nous ne connaissons pas un pays qui s'est développé. Et donc, nous pouvons apporter une modernisation en remettant en cause le mimétisme de votre leadership. Ça, c'est vous ou bien Tshisekedi? Mais monsieur, je parle au nom de moi et je ne suis pas de l'UDPS. Quel est le modèle économique de Tshisekedi que vous soutenez ici sur ce plateau? En tout cas, ce qui est clair est que je ne suis pas de l'UDPS. Si tu veux discuter avec les gens de l'UDPS, tu peux en discuter. Mais l'UDPS prône, contrairement... Le président que vous soutenez ici, quel est son modèle économique? S'il vous plaît, madame. C'est une question simple. Est-ce qu'on peut discuter avec ces messieurs? C'est des messieurs comme ça qui parlent de la démocratie. L'UDPS prône la démocratie sociale. D'accord? Et vous êtes dans un libéralisme pur et sauvage. Et je peux vous le démontrer. Malheureusement, si vous voulez que vous puissiez encore un débat sur l'économie, et je lui en parlerai. Toujours est-il que... Il n'a pas de modèle économique. Mais écoutez, ce monsieur, il comprend ou il ne comprend pas? Bon, voilà. Malheureusement, je conclue pour dire quoi? Je conclue pour dire, par ce qu'ils appellent par arrêt, parce que là, c'est un peu encore scientifique. Par arrêt, il s'appuie sur l'article 168. Déjà, les confrères étaient déjà d'accord avec moi. La saisine de la Cour constitutionnelle n'a pas été faite sur pied de l'article 161 qu'il invoque à tort. Non. Moi, je n'ai pas dit ça. J'ai dit 162 et 162. L'article 162. 162 et 164. Moi, je n'ai pas dit 161. Difficile de débattre avec ces messieurs. Non, mais je vous recadre parce que vous reprenez ça, le modèle le mot que moi, je n'ai pas dit. Dit exactement ce que j'ai dit sur le plateau. Ne soyez pas menteur. S'il vous plaît. Allez-y. Il me traite même du menteur. Allez-y, rapidement. Ça me fait rire. Bon, pour ne pas en pleurer. Mais si c'est ça la jeunesse que forme Matata, c'est triste. Quand vous n'êtes pas en mesure de débattre, je ne sais pas comment vous serez démocrate. Non, mais soyez quand même... Donc, je tente de vous démontrer que l'article 162 de la Constitution permet la saisine de la Cour constitutionnelle. Le confrère ne pourra pas me contester. Il était d'accord avec moi et j'étais d'accord avec lui. Soit sur une exception soulevée par les partis, soit par la juridiction. Il n'y a aucune condition parce que vous admettez que saisi par la juridiction sous certaines conditions. La Constitution ne prévoit aucune condition. L'exception d'inconstitutionnalité, quelle est la condition pour qu'elle soit non, mais est-ce que vous comprenez, monsieur? Est-ce que vous connaissez d'abord qu'est-ce que c'est l'exception d'inconstitutionnalité? Merci beaucoup. Bon, enfin, je vais finir pour lui rappeler. J'ai fini pour lui rappeler. Mais vous ne m'avez pas protégé, vous avez laissé un monsieur vociférer alors que j'étais calme pendant qu'il parlait. J'aurais bien voulu que nous ayons beaucoup de temps pour ça, mais bon. Que nous ayons... mais je suis libre à débattre. Je veux dire, et je suis pas là parce que vous me coupez. S'il vous plaît, 30 encore faudra-t-il dire, mais laissez ces 30 secondes réellement s'épuiser. Et vous pouvez chronométrer. Et moi, je respecte le temps. Encore, en dehors de l'article 162, la notion que vous ne maîtrisez pas, c'est que quand vous lisez l'arrêt Kamoleta, cet arrêt dit que la Cour avait été saisie sur une question préjudicielle. Donc, quand on est saisi sur une question préjudicielle, on n'est pas sur l'article ni 162, ni 161. On aurait eu de temps, je souhaite qu'on en puisse en avoir uniquement pour débattre avec vous. Vous pouvez maintenant inviter vos professeurs au moment de qui vous êtes nourris, qui vous racontent ces inepties. Je débattrai avec eux avant que le soleil ne se couche. Merci. Où ils me donneront raison. Merci beaucoup. Là, vous êtes vraiment à côté de la plaque. Je suis déçu. Je pensais que vous alliez dire mieux que ça. Tout ça pour ça. Merci beaucoup, Maître Silver Kyunga. Merci beaucoup, Maître Silver. Un petit mot là, parce que le confrère a fait des affirmations. Je n'ai jamais dit que le régime Kabila était une dictature.
Et je n'ai jamais dit aussi que le régime Félix était une dictature. D'accord. Parce que Merci. nous sommes en train Donc, vous n'avez de rien dit. réfléchir. Non, Mesdames et attendez. messieurs, merci beaucoup. À moins que vous ne compreniez pas ce que c'est Merci, la dictature. merci. Nous parlons de l'état de droit Merci beaucoup, mesdames et et messieurs. ses abus. Merci. Ça n'a rien à voir avec la dictature. Merci beaucoup, maître Moubiaï, merci beaucoup, Manik Sienda, merci beaucoup, maître Kyunga. Je pense que le débat reste encore en suspens, mais on trouvera toujours un temps de revenir sur ces questions qui sont importantes pour le pays. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec le même plaisir. Portez-vous bien. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de lutter. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.